Module 4, traiter l'étanchéité à l'air. Alors, sur cette activité, je vous propose de casser quelques idées reçues que peuvent avoir à la fois les clients ou des entrepreneurs par rapport à cette fameuse membrane étanche à l'air. Alors, la première idée reçue qu'il faut essayer de dissiper concernant l'étanchéité à l'air, c'est de se dire, on l'a déjà bien entendu, un bâtiment étanche, ça va être un bâtiment comme une thermos, quoi. Il n'y aura plus du tout d'air qui va entrer avec ces cafeutrements, et on va avoir une impression de confinement. Alors effectivement, si nous laissons uniquement une membrane étanche à l'air dans le bâtiment, sans autre moyen de renouveler l'air, effectivement qu'il y aura confinement. Cependant, le fait d'assurer l'étanchéité à l'air de l'enveloppe, c'est justement pour garantir le bon fonctionnement de notre ventilation. On a bien vu qu'une ventilation maintenant était couplée avec notre étanchéité à l'air. Donc c'est une importance de maîtriser les flux d'air entrants pour garantir une bonne ventilation du bâtiment. Ça permettra justement d'améliorer les performances du système de la ventilation. Alors, ça c'est des sources du CT qui a changé maintenant de nom, mais son expertise technique d'équipement de Lyon était spécialisée dans l'étanchéité à l'air. Et là, sur ces deux images, on comprend aisément maintenant ce qui peut se passer par rapport à ma ventilation. Si ici je suis dans le cas d'une VMC simple flux, où nous avons des entrées d'air dans chaque pièce de vie, et notre extraction dans les pièces de service. Si nous n'avons pas une maîtrise complète de l'enveloppe au niveau de l'étanchéité à l'air, on va s'apercevoir que par exemple autour de ma menuiserie je vais avoir les entrées d'air parasites, et toutes ces petites entrées d'air parasites vont entraîner une surpression, d'accord, et un débit beaucoup plus grand. Et comme c'est le même principe que pour l'eau, un chemin prioritaire va se former, donc la majorité de l'air extraite va être faite dans le séjour, et on va s'apercevoir que dans les chambres, par exemple, le flux, le débit, si vous voulez, d'entrée d'air qui est donné par la grille située sur les menuiseries, le débit ne sera pas suffisant, et nous n'aurons plus un renouvellement d'air dans ces deux chambres, avec peut-être création et apparition de condensation, par exemple dans les angles atypiques, puisque je n'aurai même plus de renouvellement d'air à cet endroit. Donc le fait d'assurer une bonne étanchéité et de justement minimiser ces entrées d'air parasites va permettre d'assurer les débits entrants pour ma VMC simple flux et d'assurer un bon balayage et un bon renouvellement de mon air. Donc là, ce qu'on veut éviter, c'est bien sûr un déséquilibre des flux dû aux surpressions engendrées par les défauts d'étanchéité. Ensuite, la deuxième idée reçue est la suivante, c'est qu'un bâtiment très isolé, c'est un bâtiment performant. Il ne suffit pas en fait à mettre à 1 mètre d'isolation, complètement désuet d'ailleurs, pour que son efficacité soit présente. On vient de voir que il faut amener un environnement sec pour garantir la résistance thermique de notre isolation. Donc toute présence d'humidité augmentera la conductivité thermique du matériau. Alors on l'avait vu, que le meilleur environnement, c'est un environnement sans courant d'air. Le meilleur isolant, c'est l'air immobile. Dès qu'il y a un mouvement, il va y avoir un phénomène convectif qui va être amené. Donc si nous avons un défaut d'étanchéité, on va avoir une perte de la résistance thermique. Alors ça se conditionne de la manière suivante, si vous n'avez pas une poche étanche à l'air comme sur ce croquis ci-dessus, on va transporter
notre chaleur, un mouvement d'air, transport de chaleur, et une perte d'efficacité de notre isolant. Donc l'étanchéité à l'air, d'une part, étanchéité à l'air intérieur, par pluie de l'extérieur, comme ça on encapsule notre isolant. Enfin, la dernière idée reçue, qui est peut-être la plus dure à appréhender, c'est de se dire qu'un bâtiment perspirant, c'est un bâtiment non étanche à l'air. Alors il ne faut pas mélanger étanchéité à l'air et perspirance. Alors, pour ceux qui ont encore du mal avec le mot perspirance, en gros on peut faire l'analogie avec une membrane Gore-Tex. Donc on veut être perméable à la vapeur d'eau, d'accord, mais ça ne veut pas dire que nous sommes plats étanches à l'air. L'air et la vapeur d'eau sont deux matériaux différents. Dans l'air, il y a de la vapeur d'eau que je veux moi évacuer. Moi, ce que je veux éviter, c'est les courants d'air. Alors, on peut faire le parallèle avec une membrane Gore-Tex. Vous comprenez bien que si vous allez courir avec un kawaii, très rapidement, vous allez transpirer. La transpiration ne va pas pouvoir s'évacuer de votre kawaii. Donc, vous serez bien étanche à l'air, puisque c'est un coupe-vent. Par contre, votre t-shirt va être gorgé d'eau, et au bout d'un moment, vous aurez une sensation très désagréable de paroi froide, si je ramène ça au bâtiment. A l'inverse, si vous adoptez une membrane Gore-Tex, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est à la fois coupe-vent, d'accord, par pluie, mais à l'intérieur, on a mis une membrane étanche à l'air qui est perspirante, qui elle laisse passer la vapeur d'eau. Donc là, on est dans un état gazeux, l'eau en fait va pouvoir s'échapper à travers notre membrane. Donc bien insister là-dessus, c'est de se dire, voilà, nos membranes étanches à l'air laissent passer la vapeur d'eau.